Bon, bonsoir. On commence à l'heure alors, hein, sans le quart d'heure académique de flexibilité. Donc, première chose, bon, je voulais m'excuser parce que la dernière fois, j'ai fait toute cette longue histoire qui nous a conduits au traité de Maastricht. Et on est resté jusqu'à la fin de cette aventure dans laquelle on n'a pas vraiment décrit les systèmes de Maastricht et la conception institutionnelle de la BCE. Donc, étant donné que ça, enfin, ça fait pas vraiment partie du cœur du cours, mais les thèmes de cette discussion, comme on verra à partir de la semaine prochaine, quand on commencera à discuter l'histoire de la crise, en fait, ces thèmes sont un peu les mêmes thèmes. Les thèmes sur lesquels, surtout l'Allemagne et la France ont discuté dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. En fait, il revient sous une différente forme. Donc, si vous me permettez, je voulais un peu faire un bref résumé du cours dernier. En fait, c'est la leçon 2. Et la leçon aujourd'hui, en fait, une fois qu'on aura fait ce résumé, et aussi je vais prendre peut-être 10 minutes pour discuter les aspects principaux du traité de Maastricht et du dessin institutionnel de la conception institutionnelle de la BCE. Après, je reviendrai sur les thèmes de la politique monétaire en sens plus technique. En fait, la plomberie, comme on appelle, de la politique monétaire, parce qu'en fait, on aura besoin de ces outils pour comprendre ces aspects de politique de la BCE pendant la crise. Donc, je ne sais pas, ce n'est pas peut-être l'aspect plus intéressant de ce cours. Tous mes étudiants, normalement, quand je commence à parler de la plomberie de la politique monétaire, ils s'endorment. Mais j'espère que vous êtes plus courageuse. Donc, voilà. Voilà. Donc, en fait, l'histoire, en bref, de ce qu'on a raconté l'autre fois, je dois retrouver mon... Pardon, OK. Donc, les résumés en bref, cette histoire commence avec la crise du système de Bretton Woods, donc en 1945, et qui était le système qui avait géré les rapports en termes monétaires des pays qui sortaient de la guerre. Avec la fin du système de Bretton Woods, au début des années 70, l'Europe et donc la fin du système des taux d'échange fixes liés au dollar et à l'or indirectement. L'Europe, comme on a vu pendant ma leçon l'autre semaine, a expérimenté différents régimes d'échange visant à limiter la volatilité des taux d'échange. Et on a vu que ces régimes, on n'a pas eu beaucoup de succès en fait à limiter la volatilité des taux d'échange. On a expérimenté avec plusieurs différentes formes. Et au fil des temps, cette zone européenne est devenue une sorte de zone Deutschmark sous le contrôle de la Banque centrale allemande, donc la Bundesbank, dans un ajustement dans lequel les pays se devaient ajuster à la politique monétaire allemande de façon asymétrique. Avec en fait des politiques très différentes de la part de l'Allemagne et de la France, avec l'Allemagne avec une politique beaucoup plus visée à la stabilité des prix, et la France, en gros, je simplifie, enfin on a vu plus de détails l'autre fois, avec des politiques plus ciblées plutôt au soutien de la demande interne. Mais dans ce genre d'ajustement asymétrique, en fait, la flexibilité de la France était plutôt limitée. Et donc, la difficulté de cet ajustement asymétrique est aussi donc, l'instabilité de ce système qui a produit les crises spéculatives qu'on a vues récurrentes pendant ces décennies, mais en particulier aussi au début des années 90.
ont rendu l'option de l'union monétaire attrayante. Okay? Ça, c'est l'histoire vraiment seulement économique. Mais comme on a vu l'autre fois, il y a eu beaucoup de motivation, une partie de la motivation de cet expériment est aussi politique. Et en particulier, il y a eu une accélération après l'unification allemande qui a convaincu en fait les Français qu'il c'était mieux d'européaniser les Allemands plutôt que de germanifier l'Europe. Et voilà, et aussi bon, la relation entre l'Europe et les États-Unis, l'idée d'avoir une zone intégrée avec une monnaie unique et une zone stable du point de vue d'échange et des prix, était aussi une possibilité de faire la compétition avec la zone dominée par les dollars américains. Donc, en fait, ces discussions de l'autre fois, on peut la résumer en quelques graphiques. Ça, c'est en fait l'idée de l'union monétaire comme solution du trilemme. On avait parlé du trilemme, de l'impossibilité d'avoir trois choses en même temps. La libre circulation des capitaux avec des taux de change flottants avec la libre circulation des capitaux. Évidemment, il y a des pressions sur les taux de change. Et donc, si on n'a pas les fluctuations des taux d'échange, donc on peut s'organiser dans des systèmes de taux fixes ou semi-fixes, comme on a vu les serpents, les choses qu'on a vues l'autre fois. Mais en ce moment-là, dans ces systèmes, on perd la flexibilité des politiques monétaires et donc on perd une partie de souveraineté. Donc, la solution de ces problèmes, c'est soit de renoncer à la libre circulation des capitaux, dans un certain sens, on s'isole, les pays s'isolent des pressions des marchés financiers, donc passer donc à un système avec des contrôles des capitaux, où on renonce, on accepte la flexibilité des taux d'échange et donc où on renonce à la flexibilité, où on renonce à la flexibilité des taux d'échange, donc on accepte un système de taux d'échange fixe, mais si on accepte un système de taux d'échange fixe, on renonce à ce moment-là à la liberté de la politique monétaire. Donc l'union monétaire, c'est une solution possible à ce trilemme. Évidemment, c'est un peu comme un système de taux d'échange fixe, mais extrême, parce qu'il n'y a plus de taux d'échange entre pays européens. Évidemment, donc, chaque pays perd la liberté de sa politique monétaire à lui, mais elle a la possibilité de la décider ensemble, parce qu'en fait, à Francfort, il y a tous les gouverneurs, inclus le gouverneur de la Banque de France, qui s'assied autour d'une table pour décider, décider la politique monétaire commune. Donc, en fait, c'était un expériment, comme on a vu, assez ambitieux. C'est une grosse session de souveraineté. Et si vous vous rappelez, la première leçon dans laquelle on a parlé de l'importance du bilan d'une banque centrale et de la relation entre une banque centrale et le reste du bilan de l'État. Donc, cette session de souveraineté, effectivement, a des conséquences. Et en fait, ces conséquences sont les conséquences qu'on ressent surtout dans des périodes de stress, comme la période de la crise de 2008, en fait, que c'est un peu le centre du cours. Voilà, donc l'autre graphique, ça rappelle un peu cette discussion. Vous pouvez voir, en fait, dans cette histoire, l'évolution des taux d'intérêt. Donc, stable pendant les périodes de Bretton Woods et avec une grande volatilité dans toutes ces périodes dans lesquelles on a cherché de limiter la volatilité avec les différents systèmes de taux d'échange fixes. Et en fait, de nouveau, la stabilité avec le traité de Maastricht et après avec l'euro. On verra qu'à partir de 2008, cette stabilité des taux d'intérêt, c'est devenu de nouveau, on est revenu un peu à l'arrière pour des raisons qu'on discutera plus tard. Et voilà, ici, un autre graphique sur lequel on a discuté l'autre fois, c'est les taux d'échange
entre le Deutschmark et le franc français. Vous voyez en fait la stabilité pendant la période de Bretton Woods avec les premiers symptômes de la crise de Bretton Woods. Ça commence une dévaluation progressive du franc français par rapport au Deutschmark. Et vous voyez que c'est l'histoire, c'est un peu cette histoire de dévaluation progressive. C'est la même chose pour la lire italienne et avec plus de volatilité du Deutschmark par rapport au dollar. Voilà, donc ça c'est un peu l'histoire sur laquelle on a discuté l'autre fois. Revenons donc à Maastricht. Quelles sont les caractéristiques de Maastricht? Le problème d'utiliser, c'est... OK. Donc, on a parlé l'autre fois du rapport Delors. Et en fait, le traité de Maastricht suivait les lignes directrices du rapport du comité Delors, qui était publié seulement quelques années auparavant. Mais en fait, le traité de Maastricht n'allait pas aussi loin que le traité Delors, surtout sur l'aspect de stabilisation d'avoir des moyens pour la stabilisation, pas seulement monétaire, mais aussi budgétaire. Donc, la conception de Maastricht, c'était en fait de se donner des règles avec une implication minimale du gouvernement. C'était une conception très minimaliste de cette union. Et cette vision assez extrême du cadre des politiques économiques est ce qui a rendu possible ces compromis. Les compromis, à l'époque, n'auraient été pas possibles si on était allé plus loin dans une union dans laquelle on se serait donné aussi des moyens de stabilisation fiscale et aussi peut-être d'union bancaire et tout ça. Donc, on est resté minimaliste et on s'est donné seulement des règles pour pouvoir rendre possible l'union monétaire, donc une politique monétaire commune visée à la stabilité des prix. Donc, les conceptions fondamentales, donc on s'est donné des règles pour des critères comme conditions préalables à l'adhésion à l'euro. Et donc, ces règles sont des règles sur les déficits budgétaires, sur la dette publique, sur l'inflation. Ils s'appellent des critères de convergence. Et en fait, pendant les années 90, avant donc, l'inception de l'euro, donc les pays comme l'Italie qui étaient à la limite, en fait, ils ont cherché de mettre la maison en ordre pour arriver à converger sur ces paramètres budgétaires et d'inflation. Mais aussi, et ça c'est très important pour aujourd'hui, on a établi des règles qui s'appliqueraient après l'introduction de la monnaie unique, et donc des règles budgétaires qui visaient à prévenir les récidives et serviraient de mécanismes d'engagement pour la discipline budgétaire. Donc, première observation sur laquelle il sera important quand on discutera de la crise, notre système est fondé sur des règles et pas sur le pouvoir discrétionnaire de la Banque centrale ou de l'autorité budgétaire et fiscale. Donc, en fait, l'idée d'avoir des règles, c'est une idée assez germanique, mais c'était aussi considéré à l'époque comme un moyen d'éviter les négociations politiques qui étaient autour de tous ces différents systèmes d'échange qu'on a décrits dans les années précédentes. Et parce qu'en fait, ces négociations s'étaient révélées être une source d'instabilité financière pendant ces années. Donc, on voulait se mettre dans une espèce de situation dans laquelle on devait suivre des règles, et voilà. Naturellement, ça fonctionne si ça fonctionne. Mais il arrive des moments, comme dans des chocs externes. La crise de 2008, en fait, c'était une crise qui venait des États-Unis, dans lequel un système basé sur les règles ne fonctionne pas. Et donc, on a besoin d'un pouvoir discrétionnel, qu'en fait, les États-Unis ont su utiliser beaucoup plus efficacement de nous, parce qu'en fait, nous, on n'avait pas un système pour pouvoir être flexible dans la réponse à la crise. Un autre principe important du projet de l'Union monétaire était les principes de subsidiarité.
En fait, ces principes établissent que l'Union n'agit que si les actions envisagées ne peuvent être réalisées de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisées au niveau fédéral. Donc, on fait ensemble seulement les minimums, seulement ce qu'on doit faire ensemble, parce qu'autrement, l'union monétaire perd sa stabilité. Mais en fait, la plupart des actions, pas seulement au niveau de la politique étrangère, etc., mais aussi au niveau de la politique économique, ont été laissées au niveau national. Donc au niveau fédéral, pratiquement, maintenant on a un peu plus après la crise, mais à l'époque, on n'avait que la politique monétaire. Donc en fait, l'idée de ces règles budgétaires impliquait implicitement les principes selon lesquels la politique monétaire devait être protégée des préoccupations budgétaires. Dans la première leçon, si vous vous rappelez, j'ai parlé de fiscal dominance, de la dominance de l'aspect fiscal. Et en fait, c'était contre les dangers de cette fiscal dominance qu'on s'est donné ces règles. Mais en fait, comme on verra, les mécanismes d'application de ces règles étaient discutables ou même un peu indéfinis. En fait, on a vu que ces règles ont été violées même avant la crise par la France et l'Allemagne en 2003 et après la crise. Et maintenant, en fait, ces règles sont donc on les a changées au fil du temps et sont sujets maintenant d'une discussion. On parle de réformer ces règles parce qu'elles ont l'air d'avoir perdu leur crédibilité. Et donc, si je peux faire un très bref résumé de quels sont les principes fondamentaux de la conception de la politique monétaire qui est sortie du traité de Maastricht, je vais décrire cette conception en 4 aspects. Tout d'abord, le concept de l'indépendance de la Banque centrale. Pas seulement l'indépendance institutionnelle, donc, c'est-à-dire la prise de décision, mais aussi l'indépendance financière, parce que l'indépendance financière était considérée quelque chose d'important pour la crédibilité de l'action de la BCE. On a vu, quand on a parlé du bilan de la Banque centrale, donc la possibilité que les banques centrales ont d'opérer avec un capital négatif. En fait, dans la conception de Maastricht, cette possibilité, il n'y a pas cette possibilité. Et donc, parce qu'on veut maintenir les concepts de solvabilité de la Banque centrale, et donc, cette idée d'une indépendance pas seulement institutionnelle, mais aussi financière, c'est une idée qui reflétait en fait les paradigmes intellectuels qui sortent des années 90, dans lesquels l'idée c'était que donc, la Banque centrale devait être indépendante pour pouvoir être crédible dans son mandat principal, qui est un mandat sur la stabilité des prix, et être donc indépendant de possibles pressions de la partie du Trésor ou du gouvernement pour faire une expansion de demande qui aurait pu miner le mandat principal, qui était la stabilité des prix. Donc ça, c'était le premier aspect, donc l'indépendance. Le deuxième aspect, qui est lié au premier, c'est un mandat restreint. Donc la BCE peut, en fait, en principe, on verra que la BCE a fait beaucoup de choses, mais en principe, comme institution qui sort du traité de Maastricht, c'est une institution avec un mandat unique et restreint, dont son mandat est uniquement la stabilité des prix. Par exemple, la BCE n'a pas un double mandat comme la Federal Reserve aux États-Unis, qui a un double mandat qui cible l'emploi et l'inflation. Nous, en Europe, on a une concession beaucoup plus restreinte de l'action de la Banque centrale. Donc, les traités établissaient une hiérarchie très claire des objectifs et donc le maintien de la stabilité des prix est primordial dans cette hiérarchie. Voilà, le troisième aspect, qui est aussi impliqué par les points précédents,
en fait, c'est que la BCE, quand elle est sortie de Maastricht, elle n'avait aucun mandat pour ce qui concerne la stabilité des marchés financiers. Donc, cette lacune, on verra que s'est révélée être très important. Et en fait, pendant les années de la crise, on a beaucoup évolué par rapport à ça et on a constitué maintenant l'union bancaire. Mais l'union bancaire était constituée seulement en 2014. Donc, il y a dû avoir l'expérience de la crise pour arriver à se donner des outils dans le sens visant à la stabilité des marchés financiers. On verra aussi que dans beaucoup des aspects de la politique monétaire de la BCE pendant la crise n'étaient pas uniquement ciblés à la stabilité des prix, mais forcément était aussi ciblé aussi la stabilité des marchés financiers. Et on verra aussi que quelquefois il y a un conflit entre ces deux objectifs. Donc la quatrième caractéristique était l'interdiction du financement monétaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les traités imposaient des restrictions juridiques à la capacité des banques centrales d'assumer ou de financer des fonctions budgétaires dans le but de limiter les champs d'application des mesures quasi-budgétaires ayant de conséquences des redistributions sur les bilans des banques centrales. Donc, une des discussions, c'était la politique monétaire inévitablement a des effets indirects, distributifs. Dans notre cas, on a une fédération, donc des effets distributifs qui ont des effets différents entre les pays. Donc ça, évidemment, est controversé du point de vue politique dans une fédération. Donc pour limiter ça, on a cette interdiction de financement monétaire à un État. Donc, si l'Italie est en crise, la BCE ne peut pas acheter avec les buts fiscaux, budgétaires, les government bonds, sovereign bonds italiens. Okay? Ça, c'est une interdiction qui est dans les traités. Il peut le faire seulement indirectement sur un bout des politiques monétaires. Donc, on verra cette distinction quand on arrivera au point de la crise italienne en 2011. Donc, il y a aussi les traités attribuent clairement la souveraineté budgétaire au niveau national et tentent, par le biais de la clause de non-renflouement, de garantir que le partage transnational des risques budgétaires au sein de la zone euro soit circonscrit, fortement circonscrit. Donc, on verra que cette histoire de non-financement monétaire et l'impossibilité de no bail-out, sauver un pays, était au centre de la discussion pendant la crise grecque, dans laquelle, effectivement, la BCE a été fortement contraire à intervenir dans la crise grecque et il y a eu toute une négociation entre la BCE et les pays, l'Allemagne, la France, etc., qui a amené à de grands retards sur la façon dans laquelle on a à la fin donc mis fin à la période de grande instabilité en Grèce et ça reste encore une des controversies dans notre Union. Donc, avec cette brève discussion sur laquelle on reviendra, donc vraiment ça c'est du background, hein, parce que donc tout ça, je devrais l'utiliser dans ma narration sur la crise. Les deux choses qui étaient absentes dans cette négociation, dans les traités de Maastricht et qui étaient dans les rapports de Delors, mais donc dans les compromis qui amenaient Maastricht, ils étaient éliminés dans l'histoire, c'était un outil budgétaire donc, qui aurait pu aider la fédération à faire face à des grands chocs négatifs sur l'économie, pour que la politique monétaire ne soit pas l'unique outil fédéral dans la stabilisation des cycles économiques. Donc, c'est que le Trésor américain a, mais que nous, en Europe, on n'a pas. Et donc, en fait, ça, c'était quelque chose de très intéressant parce qu'en l'absence de contrepartie de la politique budgétaire au niveau de la zone euro,
La BCE s'est révélée être la seule institution pendant la crise qui était autonome pour prendre des décisions rapidement et de manière indépendante, qui avait la perspective fédérale, parce que bon, sur les autres aspects, il n'y avait pas une perspective fédérale, et donc la perspective fédérale qui était importante, si vous voulez, pour intégrer les externalités donc, du problème d'un pays, les externalités sur les autres pays, parce que dans une fédération, quand un pays est en crise, les autres sont touchés aussi. Et ces externalités, ce sont un aspect très important du fonctionnement d'une union monétaire. Et troisième chose, c'était la seule institution qui avait les ressources financières, parce qu'on a vu qu'une banque centrale a des énormes, illimitées ressources financières, sans aucun contrôle politique et budgétaire national, parce que bon, c'est une institution indépendante. Donc, en fait, ce qu'on a vu est que dans cette situation, la BCE s'est retrouvée dans la crise. En fait, en anglais, on dit l'institution était laissée à holding the baby. Donc, c'était la seule institution qui pouvait, comment on dit en français, holding the baby, parce que bon, c'était la seule institution fédérale, donc chacun et donc a pris un énorme pouvoir pendant la crise, mais en même temps, il y a eu une relation assez compliquée entre cette institution qui voulait garder cette indépendance et beaucoup de pressions politiques de différents pays qui avaient des visions différentes comme des visions différentes et aussi des intérêts économiques différents sur comme résoudre la crise. Donc, l'autre chose absente, comme on a dit par avant, c'est l'aspect financier, donc des outils pour des préventions des crises financières, mais aussi des outils pour la résolution des crises financières et des crises bancaires en particulier. Et voilà. Donc, ça, c'est la fin de mon histoire, de mon petit court résumé historique de ce qui nous a amené là. Je voudrais, en fait, que donc, ces idées, on va revenir de là, parce que donc on va utiliser... Oui. Vous avez parlé du maintien de la stabilité des prix comme objectif de la... Oui. Comment se fait-il qu'on soit passé au standard 2% d'inflation? On va arriver là, parce que maintenant, ce que je vais faire maintenant, aujourd'hui, enfin, j'espère qu'on va arriver là, parce que je suis toujours la dernière session de mon cours, donc maintenant, on y arrive. Hein? Donc, alors, je vous dis comment je vais arriver pour discuter ça. Donc, maintenant, on oublie l'histoire, la politique et toutes ces histoires, on revient à la Banque centrale, et pendant dans le premier cours, j'ai parlé de l'énorme pouvoir de la Banque centrale. Donc, j'ai décrit les bilans de la Banque centrale et la création de monnaie de la part de la Banque centrale. Donc j'ai parlé des réserves, j'ai parlé de tout ce genre de choses. Aujourd'hui, je vais parler de la relation entre ça, donc la base monétaire, on peut la voir directement du bilan de la Banque centrale comme dans de la liability side, donc c'est les devises et les réserves, la relation entre ça et les agrégats monétaires. Pourquoi je vais parler de ça? Parce qu'on verra que même si la Banque centrale a un énorme pouvoir dans la création des monnaies, elle n'a pas un énorme contrôle de la monnaie en circulation. Et parce qu'en fait, la monnaie en circulation est surtout déterminée par les comportements du système bancaire. En fait, entre parenthèses, ça c'est la raison pour laquelle c'est important qu'une banque centrale puisse régler le système bancaire, parce que le système bancaire a un énorme pouvoir dans les décisions qu'il prend en termes de crédit, etc., a un pouvoir de créer la monnaie de façon telle que la Banque centrale puisse perdre le contrôle sur ça. Donc ça, je vais parler de ça. Le deuxième sujet sera en fait le cadre opérationnel de la Banque centrale. Donc, si ça ne vous intéresse pas du tout, vous pouvez sortir pendant que je parle de la deuxième partie, parce que, quand je dis ça, c'est la plomberie.
Mais en fait, je trouve que c'est intéressant pour quelqu'un qui ne fait pas mon métier de voir mais qu'est-ce qu'ils font exactement, comment ils font déterminer les taux d'intérêt. Et donc, je vais parler de ça. Et au troisième sujet, je viens revenir à votre question, donc la stratégie. C'est une stratégie de stabilité des prix. Ils sont arrivés donc à déterminer, à formuler cette idée de la stabilité des prix comme un objectif de 2% ou juste au-delà de 2%. Et tout ça est fait sous la base d'un calcul qui n'a pas plus beaucoup de sens, mais et donc en fait, c'est une idée, bon, 2%, c'est quelque chose qui était déterminé par rapport à une idée sur quelle est la demande de monnaie, quel est notre PMB potentiel et quelle est la vélocité de circulation de la monnaie. Donc, sur la base de ces calculs, sur base historique, qui aujourd'hui c'est des choses très instables, donc, on a déterminé plus ou moins les 2%. En fait, ça pourrait être les 3%, ou les 4%, ou les 1%. Il n'y a pas quelque chose en théorie économique qui nous dise quel est les niveaux. Enfin, l'idée de la stabilité des prix, c'est une idée qui a beaucoup de background théorique et empirique. Mais l'idée de exactement si ça doit être 2% ou 3%, ça, OK. En fait, on dit qu'il ne doit pas être trop bas, parce que si est trop bas, donc des chocs négatifs peuvent nous amener à un taux d'inflation en dessous du zéro. Donc ça, c'est la déflation. Et on n'aime pas la déflation, parce que quand il y a la déflation, les gens ne dépensent pas. Ça, c'est comme le cas des Japonais. Donc très souvent, la déflation n'est pas très bon pour l'économie. Donc, en fait, it's a rule of thumb, OK? Mais on va en parler un peu de ça. Est-ce qu'il y a des autres questions par rapport à... Non? OK. OK. So, je vais parler maintenant... de la création des monnaies, pas par la Banque centrale, ça c'était ma première leçon, mais par la création des monnaies par les systèmes bancaires. Donc, comme on a vu dans les premières leçons, les réserves ne circulent pas. Les réserves sont des dépôts auprès de la Banque centrale. Donc, elles ne font pas partie de la masse monétaire en circulation. Les réserves ne sont pas utilisées par le public, mais les banques les utilisent pour les transactions interbancaires et la gestion de la liquidité. Donc, les transactions interbancaires sont les transactions entre banques qui sont une source très importante de financement et de gestion de la liquidité par les banques. En fait, on pense que la plupart du financement des banques provient de nous, donc des dépôts de consommateurs, hein. Mais en fait, les banques se financent à court terme en faisant des emprunts avec des autres banques. Donc, il y a des banques chaque jour, overnight. Je n'ai pas réussi à trouver une traduction convaincante de cette overnight. C'est du jour à jour, d'un jour à l'autre. D'un jour à l'autre. Donc, il y a beaucoup donc, les banques ont une activité très importante de financement d'un jour à l'autre. Donc, c'est les marchés monétaires interbancaires. Donc, je vais aujourd'hui parler un peu de ça. Donc, mais la masse monétaire, donc les masses monétaires, qui sont donc les devises et les dépôts bancaires, dépendent principalement du comportement des banques commerciales. Et c'est pourquoi, comme je disais, que la Banque centrale a un rôle important à jouer dans la réglementation des banques, mais bien que toutes les banques centrales n'assument pas cette responsabilité directe. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on discutera plus tard. Donc, quel pouvoir a la Banque centrale pour créer de la monnaie? Et les banques centrales peuvent émettre des devises et influer sur les montants des réserves en imposant une obligation de réserve aux banques, mais de nos jours, cette obligation est très petite. Les banques centrales peuvent aussi modifier les intérêts sur les réserves
ou en achetant des titres à des banques ou elles prétendent à nouveau, mais elles n'ont pas le pouvoir de contrôler la quantité de monnaie en circulation, la masse monétaire. Donc, regardons alors comme les banques créent la monnaie. Comment est-ce que le système des banques commerciales crée la monnaie? Donc, en créant du crédit, les banques créent simultanément des dépôts sur nos comptes bancaires qui sont à toute fin utile de la monnaie. Donc, les dépôts sont de la monnaie. Donc, la monnaie, en fait, est définie comme les devises et les dépôts. Parce que dans un système de réserve fractionnaire, c'est-à-dire un système dans lequel les banques, une fois qu'elles reçoivent des dépôts, paient réemprunter ces dépôts à des clients et doivent seulement prendre une petite fraction de ces dépôts et la déposer aux banques centrales, donc une fraction, c'est pour ça qu'elle s'appelle un système de réserve fractionnaire. Les banques, donc, dans ces systèmes, peuvent prêter beaucoup plus que le montant des liquidités et des réserves qu'elles détiennent à la banque centrale. Donc, il n'y a pas de relation mécanique entre la quantité de monnaie créée par les banques et celle qu'elles détiennent à la banque centrale. La quantité de monnaie créée dépend de nombreuses considérations, les attentes des banques relatives à l'activité économique, l'appétit pour les risques, la réglementation qui oblige les banques à avoir certains ratios de liquidité ou certaines limitations sur l'endettement, sur le leverage. Mais en fait, donc il y a plusieurs déterminants donc de ça, mais essentiellement, c'est quelque chose qui est déterminé par les banques et l'ensemble des relations économiques. Donc, les agrégats monétaires, comme on les définit, on a défini la base monétaire l'autre fois, donc c'est les espèces détenues par les publics et les réserves détenues par la Banque centrale. Donc, ça, c'est la monnaie de la Banque centrale, si vous voulez, M0. Et après, il y a la masse monétaire, il y a plusieurs définitions. Donc, il y a des agrégats étroits, sont des dépôts en espèces et des dépôts en monnaie nationale qui ne portent pas d'intérêt. Donc, ça, c'est M1, donc des dépôts à très court terme. Et des agrégats plus larges, qui donc c'est M1 plus des dépôts avec à terme plus longs, donc qui ont aussi sur lesquels on paie aussi un taux d'intérêt. Donc, si vous allez sur le website de la Banque de France ou de n'importe quelle banque centrale, vous verrez qu'il y a plusieurs définitions. Donc, M0, c'est la monnaie de la Banque centrale, donc c'est autre chose. Mais M1, M2, M3, M4 sont différentes définitions d'agrégats monétaires. Et la différence entre eux, c'est en fait les degrés, c'est les types de monnaies inclus, les types de dépôts inclus, donc les dépôts à court terme aux dépôts plus à long terme. Donc, c'est un peu les degrés de liquidité de ces dépôts. Et évidemment aussi les degrés de contrôle de la Banque centrale sur cette monnaie, parce que plus l'agrégat est étroit, plus la Banque centrale aura un pouvoir de contrôler qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait. Donc, dans tous les textbooks en économie, on parle du concept du multiplicateur monétaire. En fait, c'est un concept un peu ancien, en fait, qui n'est pas tout à fait enfin, qui donne seulement une partie de l'histoire, mais quand même, je vais vous le décrire parce que enfin, ça donne beaucoup d'intuition quand même. Donc ici, vous avez beaucoup de différentes banques. Ce n'est pas la même banque, hein, c'est différentes banques. Et plusieurs personnes, hein, ça c'est nous. Et donc, vous pouvez penser à une situation théorique comme ça, dans laquelle on commence avec un dépôt initial de 1000 sterling. Excusez-moi, j'ai les sterling, je n'ai pas l'euro, ce n'est pas bon pour ce coup. Bon, et voilà, donc on commence, donc c'est le monsieur là, ou la dame qui a 1000 sterling dans sa poche parce que la Banque centrale lui a donné ça, hein, so the helicopter money. Avec un hélicoptère, ils sont arrivés, ils lui ont donné 1000.
Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Cette personne, il va à sa banque et il les met dans sa banque, les 1000. Et la banque, s'il y a une réserve obligatoire de 10%, que c'est trop élevé parce que maintenant la réserve obligatoire est presque nulle, en fait, il y a plein de pays qui n'ont pas de réserve obligatoire, mais disons, c'est un exemple, est-ce que c'est une réserve obligatoire de 10%, qu'est-ce qu'il va faire? La banque va prêter 900 sur 1000 à quelqu'un d'autre. Cette personne, qu'est-ce qu'il va faire avec ces 900? Il va déposer dans une autre banque. Et l'autre banque, il va prendre 10%, il va les mettre dans ses réserves à la banque centrale, et le reste, il va l'emprunter, il va les donner, il va faire un emprunt. Pourquoi les banques font ça? Parce qu'évidemment, en faisant ça, ils gagnent de l'argent. Parce qu'ils reçoivent un intérêt sur les prêts et ils ne payent pas des intérêts sur les dépôts. Donc, ils font cette transformation dans laquelle ils ont un profit. Donc, ça, c'est les métiers du banquier, c'est substantiellement ça. En fait, ça, c'est un système bancaire très traditionnel. Évidemment, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Hein, mais ça, c'est... Voilà, en fait, si vous continuez cette histoire, vous verrez bien qu'on est parti avec un dépôt de 1000 et ça, avec un ratio de réserve obligatoire de 2%, tout ça a généré des dépôts incrémentaux de 9000. Donc, on a créé de la monnaie. Donc, on aura 1000 de réserves, mais on aura 9000 qui est de l'argent, de la masse monétaire qui est jetée dans le système. Donc, on a créé de la monnaie. Évidemment, ça, c'est l'exemple le plus bête que je pouvais trouver. Vous savez que les banques, maintenant, ils font beaucoup de choses compliquées. Donc, il y a du shadow banking, ils font des SPV. Donc, plus les choses sont compliquées et plus la création monétaire est importante. Et en fait, au fil du temps, on a vu que en fait, la création des monnaies n'a aucune relation avec la base monétaire. Et donc, ce multiplicateur est très élevé. Dans les temps, était comme ça. Maintenant, pendant la crise, quand les gens ils perdent la confiance et donc ils n'ont plus une attitude de risque, il n'y a plus de demande de prêts, etc. Il y a beaucoup de facteurs qui font aussi que les multiplicateurs baissent dramatiquement. Et on verra, je vous donnerai des données plus tard. Donc, ça, c'est l'histoire, en fait. Et en fait, pour comprendre qu'est-ce que c'est la monnaie, vous pouvez maintenant... L'autre fois, j'ai parlé du bilan de la Banque centrale. Aujourd'hui, ça, c'est un bilan très simplifié d'une banque commerciale. En fait, qu'est-ce que c'est la monnaie? Bon, la monnaie, c'est les passifs dans le bilan de l'ensemble du système des banques commerciales. Donc, la plupart des passifs dans les banques, il y a les dépôts des consommateurs. Ces dépôts des consommateurs, c'est un passif pour la banque commerciale et c'est un actif, évidemment, pour les gens des deposit holders. Voilà. J'ai donc dit, est-ce que la Banque centrale peut contrôler tout ça? Bon, la Banque centrale contrôle très peu de ça, donc on part d'un contrôle très fort. Donc la base monétaire, avec des opérations de marché que je vais décrire dans ma partie 2 aujourd'hui, peut contrôler la base monétaire et donc les réserves, avec une certaine précision, pas 100%, on verra, mais en fait, avec une certaine provision, en faisant des opérations avec des banques, il peut déterminer la quantité de réserves dans le système. Les multiplicateurs monétaires, il peut l'influencer avec la réglementation, en imposant certains taux sur les réserves. Enfin, ils ont beaucoup d'outils, une banque centrale, pour pouvoir avoir une influence sur les multiplicateurs, mais finalement, les multiplicateurs dépendent du comportement des banques et combien ils prêtent à l'économie. Donc, en fait, dans la base des réserves, on va à la taille du bilan des banques commerciales qui donc détermine la masse monétaire en circulation. Donc, dans la taille des banques commerciales, en fait, il y a aussi les rapports avec la masse monétaire n'est pas 1 à 1, parce qu'en fait, ce qui se passe avec la masse monétaire, ça dépend aussi de combien la banque commerciale prête
à l'économie réelle. Donc, en fait, sur l'effet de levier, en fait, de leverage des banques. Et aujourd'hui, cette relation n'est pas très facile à contrôler parce qu'il y a tout un système de shadow bank et de créativité dans les systèmes financiers qui fait que la relation entre la taille des bilans des banques commerciales et la masse monétaire, il n'y a pas une relation fixe. Après, il y a une relation peut-être entre masse monétaire et niveau des prix, que c'est en fait finalement l'objectif de la banque centrale, c'est le niveau des prix. Mais même là, la relation entre masse monétaire et niveau des prix est une relation qui n'est pas très claire. Donc on pense que dans le long terme, il doit y avoir une relation entre masse monétaire et niveau des prix. Mais à court terme, il y a plein de choses qui se passent dans l'économie. Donc les prix s'ajustent avec pas beaucoup de flexibilité. Il y a beaucoup de frictions dans les marchés, telles que la relation entre masse monétaire et niveau des prix est très instable. Et en fait, j'espère aujourd'hui, j'arriverai là, quand je parlerai de la stratégie de la Banque centrale européenne, on verra que donc, la Banque centrale européenne, dans la tradition de la Bundesbank, met beaucoup d'importance sur le contrôle de la masse monétaire comme moyenne d'avoir un contrôle sur le niveau des prix, mais en fait, cette relation est très instable. Donc, en fait, dans ce truc ici, on va vers dans ces côtés ici de la figure, on a un contrôle relativement fort de la Banque centrale, mais à fur et à mesure qu'on bouge vers la droite, en fait, le contrôle n'est pas énorme. Donc, la Banque centrale, c'est un paradoxe. Cette énorme puissance, parce qu'ils ont le monopole de la création monétaire, mais en fait, ils ne contrôlent pas la masse monétaire, ils contrôlent très peu, de façon très imparfaite, l'inflation et donc les prix. Voilà, donc ici, vous pouvez voir en fait je cherche d'utiliser des moyens. Voilà. Donc, en fait, vous pouvez voir ici donc, la base monétaire, donc c'est les réserves et devises, c'est le bleu à partir du début de l'euro. La masse monétaire, donc ça c'est M3, que c'est donc c'est pas la monnaie en sens étroit, mais c'est une monnaie qui a dépôt, saving deposit and time deposit et devises, qui est très important dans la stratégie de la BCE. C'est une des agrégats monétaires qui regarde dans leur politique monétaire. Vous voyez qu'avant la crise, il y a une tendance à la hausse, mais après la crise, la masse monétaire donc il y a un plateau, évidemment parce qu'il y a eu beaucoup moins d'activités d'emprunt dans l'économie, parce qu'il y avait une plus grande attitude de risque, une plus baisse demande aussi d'emprunt, et donc la M3 a plateaué. Et ici, en vert, vous avez le lending, donc les emprunts, les prêts de banque. Normalement, il doit y avoir évidemment une relation très étroite entre les deux, mais il y a aussi, la relation, ce n'est pas une relation 1 à 1, c'est une relation qui change dans le temps. Et voilà, et ça dépend aussi du comportement des banques. Si les dépôts, ils utilisent, par exemple, pour faire des prêts à des entreprises ou autrement pour acheter des obligations du gouvernement. Okay, donc, évidemment, la création des monnaies est beaucoup plus importante si l'argent est utilisé pour faire des emprunts à des entreprises qui, après, donc, il remet en circulation avec cet facteur de multiplicateur qu'on a vu. Voilà. Mais en fait, pour comprendre ces systèmes, il faut aussi savoir que l'habilité du système bancaire à créer de la monnaie est encore plus important de ce qui sort de la description de mon petite histoire là avec les multiplicateurs, parce qu'en fait, les banques ne doivent pas attendre un dépôt pour contracter un emprunt.
Les dépôts bancaires sont créés par les banques sur la base de leur confiance à la capacité de l'emprunté à rembourser les prêts. En fait, j'ai une citation de Paul Tucker, qui était le vice-président de la Banque d'Angleterre, qui, je trouve, qui donne très bien l'idée. Je peux le dire en anglais? Non? OK, je vais dire en français alors. Okay. J'ai fait la traduction de... Donc, c'est Paul Tucker qui parle. Soumise uniquement, mais de manière cruciale, à la confiance en leur solidité, les banques octroient des crédits en augmentant simplement les comptes courants du client emprunteur, qui peut être payé par la banque à qui l'emprunteur veut en faisant un chèque. C'est-à-dire que les banques accordent du crédit en créant de l'argent. Cela implique que les réserves sont réellement déterminées par la demande des banques, bien que la Banque centrale puisse les influencer via des taux d'intérêt insolents. Okay, ça c'est le but de cette discussion. Donc, ce qu'il faut retenir donc, de cette première partie aujourd'hui, c'est la monnaie est créée de deux manières. En fait, c'est d'aujourd'hui, en fait, aussi, donc mon premier cours il y a 2 semaines. La monnaie est créée de deux manières, par le gouvernement, donc la Banque centrale, par les biais des prêts aux banques et des opérations de marché, open market operation. Et dans la deuxième manière, par les banques ou autres institutions financières avec une extension du crédit. Cette création, cette deuxième partie est beaucoup plus importante que la première et potentiellement peut créer une instabilité parce qu'il peut y avoir des changements de niveau de confiance dans les marchés, donc des épisodes d'assèchement des liquidités, mais aussi des épisodes d'endettement excessif. Donc, on verra les premiers symptômes de la crise de 2007. C'est exactement un épisode d'assèchement de liquidités dans les banques perdent confiance entre eux et donc cessent de s'emprunter l'un l'autre. Et donc, c'est à ces moments-là que la Banque centrale est appelée comme lender of last resort. Donc, pour cela, la Banque centrale a 2 rôles importants. Le premier, c'est agir en tant que fournisseur de liquidités en cas de tension, donc lender of last resort. Et la deuxième, la réglementation bancaire pour éviter des situations dans lesquelles les banques peuvent être sujettes à de grands risques, donc mettre en difficulté la stabilité financière. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Oui. Quel est le rapport actuellement entre cet argent créé par les banques et l'apport par les gouvernements? C'était dans les graphiques ici. Donc, vous pouvez le voir ici. Donc, l'argent créé par le gouvernement, c'est le bleu. C'est la devise qui est matérialisée, produite matériellement par les banques centrales et les réserves. Il y a un rapport de 1 à 5. Donc, vous voyez que donc les rapports, évidemment, changent dans le temps. Et ça... donc ici, il y a eu une augmentation de la base monétaire avec les quantitative easing à partir de 2015. Donc, on parlera de ça. Donc, c'est l'assouplissement quantitatif de la BCE. Et donc, la base monétaire est augmentée, mais vous voyez que la masse monétaire n'est pas augmentée du même pourcentage. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore, l'économie a plusieurs raisons, enfin, qu'on discutera, hein, mais aussi c'est une demande faible des entreprises par rapport aux banques, etc. Et donc, vous voyez, il y a évidemment toujours une relation entre ce genre de choses, mais il n'y a pas une relation parfaite. Et ça, c'est un peu la difficulté de faire ce métier de banquier central. Autrement, c'est trop facile. Oui.
Oui, il y a beaucoup d'études sur cela. Donc, évidemment, toute l'histoire des sociétés non bancaires, des hedge funds, non-banking financial sector, est très augmentée dans les années à partir... bon, il y a eu une augmentation tendancielle du secteur financier non bancaire dans les temps, mais spécialement à partir de 2002-2003. Jusqu'avant la crise. Bon, après, maintenant, il y a de nouveaux développements dans les marchés financiers avec les peer-to-peer lending. Et donc, évidemment, tout ça aussi crée de la monnaie, en fait. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage, du ratio? Est-ce que c'est 90%? Non, c'est beaucoup. Non, le gros des dépôts, le gros, c'est les dépôts de retail deposit. Je parle des prêts. Ah, des prêts. Je n'ai pas les pourcentages, mais je pense que oui, les prêts bancaires sont quand même, en Europe surtout, il faut distinguer en fait entre marchés. Donc en Europe surtout, sur ça, j'ai des pourcentages que je vais vous montrer la prochaine fois. Pour démontrer qu'en Europe, le système est surtout basé sur les banques. Donc, la plus grande partie des financements de l'économie réelle est à travers les banques. Aux États-Unis, c'est exactement le contraire. La plus grande partie est financée à travers les marchés. Donc they issue bonds et les vendent sur les marchés. Mais le système européen, c'est fortement basé sur les banques. Les plans de facilitation économique de la Fed, d'après certaines études, ont eu tendance à faire monter régulièrement les marchés financiers, sans parler du rachat des actifs de la Fed en parallèle, qui a fait encore plus augmenter les marchés. Non, mais ça, c'est autre chose. Donc, une critique des politiques d'assouplement quantitatif de la Fed, mais aussi de la BCE, c'est qu'en achetant des financial assets, des actifs financiers, donc ils font monter les prix de ces actifs financiers. Donc ça peut créer une situation de bulle spéculative dans les marchés qui en fait est créée par la Banque centrale même. Donc moi je suis pas exactement de cette... Évidemment, il y a eu donc surtout avec la politique de la Fed, vous pouvez voir une corrélation entre la taille de la banque, de ces opérations spéciales de la Federal Reserve et les prix et les cours actionnaires. En fait, c'était un peu le bout de ces opérations de faire répartir les marchés. Donc, au début, la Fed a acheté asset-backed security and so on. Mais voilà, donc oui, il y a une corrélation, mais ça ne veut pas dire que, en même temps, il y a eu aussi un assouplissement des conditions de crédit à l'économie réelle, parce que ces opérations ont réussi à maintenir les taux à long terme bancaires relativement bas, ce qui a facilité la reprise économique. Donc, il y a eu plusieurs aspects différents, à la fois sur les taux d'intérêt, à la fois sur les prix des actifs. Donc, les prix des actifs, c'est peut-être dangereux pour la stabilité financière. Les prix les effets sur les taux d'intérêt ont plutôt un bénéfice par rapport à l'économie réelle. Ben, je ne sais pas exactement à quoi vous vérifiez. Peut-être la prochaine fois, vous venez avec la référence, on peut en discuter, parce que je ne sais pas. Il y a plein de papiers sur les effets manuels. On n'est pas encore arrivé à discuter de ces opérations, donc vous allez trop avant. On discutera de l'assouplissement quantitatif dans 2 leçons. Donc je pense que c'est... Les questions, c'est pour dans les lectures, en général, les questions sont à la fin du cours. Mais ah oui, OK. Voilà, parce que si vous êtes très nombreux, c'est un public nombreux, tu vois, là, ça devient... c'est comme... OK. Bon, mais je pense un petit peu de questions, mais je suis plutôt libérale, donc... Mais
Je continue, mais OK, je retiens qu'il y a cette question sur l'effet des achats de la Banque centrale sur les prêts non bancaires. Et donc, parce que pour le moment, on n'a pas encore parlé de ces opérations, donc c'est pas à peu près. Oui. Si j'ai bien compris, vous avez dit que la Banque centrale ne demandait aucune obligation en termes de réserve aux banques commerciales. Oui, non, très petite en fait. Donc oui, les 10% de mon exemple est un exemple qui n'a aucune relation. Les réglementations BAL 1, BAL 2. Non, ça c'est autre chose, c'est plutôt sur le capital, la liquidité et sur les banques. Oui. Ça, les reserve ratio, c'est plutôt utile de la Banque centrale, ce n'est pas quelque chose pour la stabilité financière, c'est plutôt utile. OK, donc j'ai 20 minutes. Donc pour le moment, pour 20 minutes, pas de questions. Non, un quart d'heure, questions, 5 minutes, questions. OK. Parce que maintenant, c'est ce que j'aime plus, que c'est la plomberie. Et donc, voilà, j'ai besoin de... OK. Comment les banques centrales font leur boulot? OK. Donc, la politique des banques centrales aujourd'hui, ce n'est pas une politique qui vise à créer un certain volume de monnaie. Okay? La politique des banques centrales s'est faite en déterminant aujourd'hui, en cherchant de déterminer les taux d'intérêt. Et en fait, c'est les taux d'intérêt au jour le jour, so overnight, appliqués au marché monétaire. Donc, les marchés interbancaires, donc c'est ça mon graphique qui décrit les marchés interbancaires, donc c'est les banques qui s'empruntent les choses, c'est les prêts entre les banques. Les marchés interbancaires sont des marchés sur lesquels les banques peuvent prêter et emprunter entre elles des réserves de la Banque centrale à court terme, souvent overnight, donc au jour le jour. Et la demande et l'offre sur ces marchés déterminent les taux du marché au jour le jour, qui en Europe s'appellent les EONIA. Et donc, ça, c'est le taux de marché qui donc est déterminé par les comportements des banques. La Banque centrale a un taux interbancaire, un taux overnight cible, enfin objectif. Et donc, en faisant des opérations, qu'on verra maintenant, il cherche de maintenir les taux de marché les plus près de son taux objectif. Donc, avant la crise, donc je vais décrire ça parce qu'on verra que pendant la crise, tout ça change. Okay? Donc, la Banque centrale perd le contrôle de tout ça. Mais donc, il faut avant comprendre comment ça marche avant la crise. Donc, dans les systèmes européens, les banques sont tenues de conserver des réserves en termes d'un certain pourcentage, comme je le disais avant. Et ces exigences sont déterminées comme la moyenne des soldes de fin journée sur les comptes des réserves sur une période de maintenance avec une durée d'un mois. Personne n'a compris, évidemment, parce que c'est une parlance complètement des banquiers centraux. Donc, cette réserve obligatoire, ce n'est pas une réserve obligatoire qu'il faut satisfaire chaque jour. Il faut la satisfaire sur une maintenance period, une période de maintenance qui dure un mois. Mais chaque jour, donc, il y aura des banques qui sont en déficit, des banques qui n'ont plus de liquidité qu'ils ont besoin, des banques qui ont de moins. Et donc, les prêts interbancaires overnight, ils se font donc entre les banques en déficit et les banques qui sont en surplus. Et donc, la BCE conduisait, en fait, ça c'était avant la crise, des opérations fournit des opérations de refinancement principales, il s'appelle the main refinancing operation, c'est la façon vraiment dans laquelle la BCE fait sa politique.
de façon chaque semaine. Et ces opérations avec les banques sont des opérations pour fournir des liquidités aux banques. Et donc, il le faisait de façon... et donc, pour influencer donc, ce taux d'intérêt des marchés, pour les tenir le plus possible autour du taux d'intérêt cible. Donc, ces opérations sont des opérations de liquidité et sont des opérations garanties. Donc, ils s'appellent de repo operation. Philippe, comment on dit repo en français? Prise en pension, je ne pense pas. Hein? J'ai vu prise en pension. Parce que j'ai vu sur le... Oui, je me méfiais de cette traduction. OK, repo. OK. Donc, ce sont des provisions de liquidité à travers des opérations de repos menées à l'aide d'appels d'offres à taux variable. Donc, les banques vont chez la BCE, donc ils sont des auctions, okay, soumis à un taux de soumission minimal dans lequel la BCE détermine les montants alloués, les montants de liquidités alloués, tandis que les banques soumettent un tableau des offres exprimant les prix qu'elles sont disposées à payer pour des liquidités. Donc, c'est une auction, tous les jours, on a cette auction, et c'est une auction avec des taux variables. Maintenant, après la crise, on verra pourquoi le taux est devenu fixe dans la plupart des opérations. Mais en fait, ça, les systèmes, l'eurosystème, ça fonctionne comme ça. Donc, en fait, la BCE définit un taux cible et donc elle définit ces taux par rapport à ses objectifs. Donc, la stabilité des prix. Donc, il y a une réunion avec tous les gouverneurs. Et donc, il dit on veut le taux d'intérêt à 1%, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est le taux d'intérêt cible. C'est déterminé avec des modèles économiques, avec tout ça. Et donc, une fois que ce taux d'intérêt cible est défini, la BCE agit pour que le taux de marché éolien soit proche au cible. Et à chaque période, il y a des banques disposant d'un surplus de liquidité, des autres qui ont un déficit. La liquidité excédentaire est définie comme les montants de crédit accordés au-delà du besoin net de liquidité de l'ensemble du secteur bancaire. Et la BCE égalise l'excès de liquidité de sorte que ces derniers soient très proches de zéro. Donc, le but de la BCE, c'est de tenir l'excès de liquidité à zéro pour avoir, pendant les périodes de maintenance period, exactement donc, ce qu'il faut pour les obligations de réserve. Et donc, ça, c'est la façon dans laquelle... donc, dans cet exercice qui, avant la crise, fonctionnait très bien, ce que la BCE arrive à déterminer, c'est d'avoir un taux de financement overnight, l'éolien, très proche aux cibles. Et donc, si le spread entre l'éolien et les cibles est presque zéro, donc la BCE a bien fait son boulot. Donc, il a déterminé le taux d'intérêt que veut déterminer un rapport à ses objectifs macroéconomiques plus généraux. Voilà. Donc, on pourrait dire pourquoi on s'en fout, nous, consommateurs, investisseurs et tout ça, des taux d'intérêt les jours à jour, de overnight. Okay? C'est un taux d'intérêt très court, donc c'est important pour les banques, mais pas pour nous. Pourquoi la politique monétaire s'est faite sur ces taux d'intérêt? Il s'est fait sur ce taux d'intérêt parce que ça, c'est le taux d'intérêt que la Banque centrale contrôle les mieux. Parce qu'évidemment, la Banque centrale a une relation avec les banques tous les jours pour ses approvisionnements de liquidités. Et donc, en influençant, donc en donnant la liquidité en relation à la demande et à l'offre, donc en fait, c'est une espèce de demande et offre. Il y a la demande par la partie de la banque et la BCE qui offre. Donc, en jouant sur ça, il arrive à déterminer les taux d'intérêt tout près du cible. Évidemment, la BCE n'a pas beaucoup de contrôle sur les taux d'intérêt à 3 mois ou à 1 an ou à 3 ans, que c'est peut-être le taux d'intérêt plus important pour les consommateurs et pour le fonctionnement du système économique. Mais en fait, dans les périodes dans lesquelles les marchés financiers fonctionnent bien, ces taux d'intérêt, ces spreads
entre les taux à très court terme ciblés par la BCE et les autres taux. Donc, c'est différent, c'est très stable. Donc, on peut dire, si j'arrive à déterminer la position de l'éolien overnight, j'arrive aussi à déterminer la position de l'Euribor, que c'est les deux taux d'intérêt importants si vous allez à votre banque pour demander un prêt pour acheter une maison. Okay? Donc, en fait, c'est pour le fonctionnement de la politique monétaire, c'est très important que cette relation entre taux d'intérêt à différentes durées, etc., soit stable. Et on verra que dans les crises financières, ce rapport entre les taux d'intérêt devient extrêmement instable. En fait, les premiers symptômes qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système financier, c'est quand les spreads commencent à aller un peu comme ça. Et voilà, et ça c'est très important, enfin, c'est le plumbing, mais c'est très important pour comprendre pourquoi la BCE a fait certaines choses pendant la crise. Ce n'était pas simplement pour faire des faveurs aux banques, mais c'était pour chercher de stabiliser ce spread. Okay? Donc ça, on expliquera ça la prochaine fois. OK, mais c'est encore plus compliqué que ça. Donc, il n'y a pas que ces taux d'intérêt. Donc, alors ici, vous voyez, c'est les cibles, c'est les bleus. Donc, je me suis arrêtée avant la crise parce qu'après, je vous donnerai un autre graphique sur ce qui s'est passé avec la crise. Mais bon, les bleus, c'est les taux d'intérêt cibles de la BCE. Donc, ils changent de façon infréquente parce qu'ils changent seulement quand les gouverneurs se réunissent dans les réunions. Mais les taux de marché léoniens, donc évidemment, c'est plus volatile. Mais vous voyez que c'est volatile, mais autour de cette moyenne. Hein, donc, c'est plutôt un bon travail. Mais il y a aussi deux autres taux d'intérêt là. Il y a les taux d'intérêt sur les dépôts, c'est les rouges, et les taux d'intérêt sur les prêts. Donc, je vais vous décrire maintenant qu'est-ce que c'est ça, parce que aussi ça, c'est devenu un truc important pour comprendre la crise. Donc, la politique monétaire se fait fondamentalement avec ce que j'ai décrit. Donc, c'est des opérations de refinancement visant à satisfaire les besoins de liquidité des banques. Ça, c'est ce que j'ai décrit. Mais c'est fait aussi avec en utilisant le standing facilities. Okay? Et ces standing facilities sont des facilités de dépôt, deposit facility, utilisées par les banques pour les dépôts après de la Banque centrale, overnight, et la facilité de prêt, lending facility, qui offre des crédits au jour le jour aux banques de l'eurosystème. Donc, les deux taux d'intérêt, donc sur les dépôts et sur les prêts, sont les verts et les rouges. Évidemment, il y a aussi la troisième composante qui est que la BCE peut décider les montants, le pourcentage des réserves à respecter sur la moyenne du période de maintenance. Donc, en fait, dans une période normale, il y a trois utiles: les opérations de refinancement, les taux de dépôt et les taux de la facilité de prêt, et les réserves. Et les systèmes les corridors, donc en fait, ça c'est la description de ces trois taux d'intérêt. Donc, les planchers, donc ça c'est un truc important à comprendre, les planchers, donc c'est les taux de facilité de dépôt. Et les plafonds, c'est les taux de la facilité des prêts. Et donc, ces plafonds et ces planchers définissent la limite dans laquelle les taux de marché interbancaire peuvent évoluer. Donc, en fait, pourquoi sont des limites? Okay? Aucune banque, évidemment, ne voudrait prêter avec une rémunération inférieure à celle offerte par la facilité de dépôt, parce qu'elle peut obtenir plus d'argent en déposant près de la Banque centrale qu'en prêtant
en dehors de l'économie. Donc, en fait, c'est pour cette raison que les taux sur la facilité de dépôt est un plafond sous les couloirs. Symétriquement, aucune banque ne voudrait emprunter un taux supérieur à celui de la facilité de prêt marginal, à laquelle la Banque centrale est disposée à prêter tout montant contre des garanties éligibles. Donc, par définition, ces taux de dépôt et ces taux d'emprunt sont établis à une limite de fluctuation du taux de marché. Parce que ce n'est pas profitable, il n'y a aucune convenience pour une banque d'accepter un taux plus bas enfin, je ne sais pas si j'ai compris, enfin, je dois les relire en français parce que autrement... Ça va, ces histoires? OK. Donc, en conditions normales, les taux de marché se situaient à mi-chemin entre les plafonds et les planchers du corridor, et ce qui correspond au niveau de taux de refinancement moyen terme pour lequel la BCE a annoncé sa politique monétaire. Donc, les gros de besoins en liquidité étaient couverts en temps normal par les opérations de refinancement principales. Et bon, ça, c'était la politique en termes normaux. Évidemment, la Banque centrale pourrait aussi fixer les autres taux d'intérêt, donc jouer sur l'ampleur du corridor. Et en fait, pendant la crise, elle a aussi fait ça, elle a diminué l'ampleur du corridor. Donc, en faisant ça, il arrive sûrement à cibler mieux les taux d'intérêt. Il y a évidemment des avantages, et donc, mais il y a aussi des avantages parce que si le corridor est trop étroit, donc il n'y a plus aucune activité de marché. C'est comme la Banque centrale détermine tout. Mais évidemment, l'avantage, c'est qu'un corridor étroit, on peut atténuer la volatilité du taux de marché. Donc il y a un trade-off. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très étudié dans la littérature, comment jouer sur ces trade-offs. Voilà, ça, c'est un peu l'histoire. Donc, pendant des périodes de crise, qu'est-ce qui se passe? C'est que... pendant des périodes de crise, en fait, la BCE n'arrive pas à prédire la demande à réserve des banques, okay? Parce que les marchés sont dysfonctionnels, les banques n'ont pas de confiance pour se faire des prêts entre eux, donc c'est très difficile à prédire la demande en réserve. Et donc, la demande à réserve est surtout déterminée par... en fait, dans des situations de stress, les sources de liquidités privées se dessèchent. Et donc, il y a une demande donc, les banques, même les banques qui ont un surplus, à la place de prêter aux autres banques, ce qui se passe en temps normal, ils préfèrent plutôt de mettre l'argent dans les réserves de la Banque centrale. Donc, ce qui se crée, c'est une liquidité excédentaire dans les systèmes. Et à ce moment-là, donc, la demande, donc l'offre de liquidité dans les systèmes, dans les agrégés, est excédentaire. Et donc, ça a un effet de baisse du taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt des marchés, à la place de fluctuer autour du taux d'intérêt cible de la Banque centrale, devient très proche à la limite inférieure du couloir, donc au taux d'intérêt sur les réserves, sur les dépôts, sur la facilité des dépôts. C'est-à-dire, et ça c'est un point sur lequel je vais revenir la fois prochaine, que la Banque centrale européenne maintenant peut avoir déclaré un taux cible, c'est le taux de politique monétaire qu'ils publient sur leur site, sur lequel tout le monde discute. Mais en fait, les taux effectifs
est déterminée par la demande et l'offre de liquidités, donc peut être différent du taux d'intérêt cible. Donc il y a en fait deux taux d'intérêt qu'il faut suivre et qui sont tous les deux importants. Et celle-ci, les rouges, est évidemment important pour la liquidité, pour la liquidité du système et donc pour la stabilité financière. Donc, je vais revenir sur ces points. Ça a l'air d'être un point pas peut-être d'intérêt général, mais c'est en fait un point important dans un cours centré sur la Banque centrale, parce qu'en fait, quand on parle du fonctionnement du Banque centrale, on dit, bon, comment on fait la politique monétaire? On détermine le taux d'intérêt, et le taux d'intérêt a une relation avec la demande et avec les prix. Et après, si on a un autre objectif, que c'est la stabilité financière, on fait autre chose. Mais en fait, les choses sont liées. Et donc ici, on pourrait se dire, mais quel est le rapport entre les deux? Donc il y a des outils ici. Donc il y a le taux d'intérêt cible de politique monétaire, et il y a un autre taux d'intérêt. Ça, c'est le taux d'intérêt effectif. Donc en fait, le vrai outil de la politique monétaire est le taux d'intérêt sur les réserves. Et de plus en plus, maintenant, quand on parle de politique monétaire, on parle des taux d'intérêt. Le taux d'intérêt sur les réserves est vraiment le taux important. Ça a des conséquences sur lesquelles je expliquerai la prochaine fois, parce que, enfin, la conséquence, je vais l'anticiper, mais je dois passer un peu de temps pour l'expliquer, c'est que avec cette déconnexion entre les taux d'intérêt des politiques économiques et les taux d'intérêt sur les réserves, on arrive en fait à couper les liens entre la taille des réserves et l'inflation. Et donc, ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a eu une énorme expansion des réserves, mais on n'a pas vu l'inflation. Mais donc, retenez ça, parce que je vais vous donner l'explication plus détaillée la prochaine fois, parce que je pense qu'on arrive un peu au bout de tout ça. Et donc, moi, je terminerai ici maintenant en disant que j'ai fait la partie, comme toujours, j'ai fait la partie 1 et 2, je n'ai pas fait la partie 3, donc je n'ai pas fait la stratégie, donc je ne suis pas arrivée à la question sur la stabilité des prix. Mais cette partie sur le fonctionnement de comment ils font, comment la Banque centrale effectivement fait son boulot, ce sera important pour comprendre tous les débats pendant la crise. Donc, je vais reprendre. Et donc, la prochaine fois, on va commencer par la stratégie, les objectifs plus généraux. Et on va commencer finalement l'histoire de la crise. Donc, je vais commencer en 2007. OK. Ça va? Pas de questions, hein, parce que les questions...